Question d'Olivier Maillard. Paris avait proposé 15 millions pour Cherki cet été. En ce moment, il marche sur l'eau, mais Lyon doit vendre cet hiver. Crois-tu à une nouvelle offre de Paris en janvier? Et penses-tu que ce joueur puisse s'adapter et réellement apporter quelque chose au collectif de Luis Enrique? J'ai beaucoup de mal à imaginer même la meilleure version de Cherki compatible avec le football prôné par Luis Enrique. Chez qui, visiblement, perdre le ballon est une sorte de crime. Or, Ryan est un joueur c'est un puncher, c'est un joueur comme Neymar, c'est-à-dire qui prend 100% de risque quand il a la balle. La passe exceptionnelle qu'il fait à Mikotadze sur le but de Lyon hier soir, c'est une prise de risque folle. Et quand ça marche, évidemment, c'est fabuleux, mais c'est pas... Je suis pas certain que ça colle avec le football extrêmement rationnel de Luis Enrique. Je suis pas certain que Cherki, d'ailleurs, ait jamais eu envie d'aller au PSG. On parle d'un intérêt de Liverpool. Après, moi, très franchement, ce qui m'intéresse avec Cherki, c'est qu'il soit sélectionné avec les Bleus et qu'on laisse pas passer un joueur de ce talent pour qu'il aille jouer en Algérie ou en Italie, puisqu'il a la possibilité de jouer avec les deux. Thomas Milan, je sais que tu aimes beaucoup Dalloglio, que ce soit le coach ou l'homme. Je voudrais avoir ton ressenti sur son limogeage de son poste d'entraîneur à Saint-Etienne. Est-ce que tu t'attendais à cette décision? Qui vois-tu pour le remplacer avec l'effectif actuel de la SE? Je pense que c'était totalement prémédité, parce que Saint-Etienne a subi des très très lourdes défaites. Ils en ont pris 5 à Rennes, une 8 à Nice. Et ils sautent après un 2-1 où ils avaient pourtant ouvert le score à Toulouse. Donc je pense que c'était totalement prémédité, que Kilmer, qui est arrivé très tard, qui a racheté très tard le club, n'a pas pu faire totalement ce qu'il voulait au niveau de l'organisation du club et je dirais même de l'équipe. Donc voilà, je pense que très sincèrement, on s'oriente vers un entraîneur étranger, probablement peu connu, mais qui va complètement coller avec les idées de Kilmer, un peu comme Rosegnor avec Bluco à Strasbourg. Mais bon, de toute façon, faut bien voir à l'état actuel de l'effectif de Saint-Etienne que tu peux pas espérer jouer autre chose que le maintien avec une équipe aussi limitée, notamment sur le plan offensif. Jean-David Bedel me dit, tu as récemment dit être en train de terminer ta nouvelle maison, penses-tu nous en faire profiter en vidéo? Et dans cette même question, fais-tu appel à diverses entreprises ou simplement des connaissances? Et si c'est pas trop indiscret, à combien te revient tout cela? Alors, dans la maison qu'on a achetée, c'est un vieux corps de ferme où on a rajouté une aile neuve. En fait, on a gardé les murs et le toit, qui en plus est récent, puisque le toit date de 2018. Donc voilà, il y a tout à changer, l'électricité, le chauffage, tout. Donc c'est pas des travaux que tu demandes à des connaissances, c'est évident qu'on a un maître d'œuvre et on a des entreprises qui travaillent. Je peux vous dire qu'il y a du monde sur le chantier tous les jours, puisqu'on passe très régulièrement sur le chantier et qu'il y a toujours 7 ou 8 personnes en permanence dessus. Au moment où je vous parle, je peux pas vraiment encore vous dire combien ça va me coûter au final, mais ça va me coûter très cher et certainement plusieurs centaines de milliers d'euros. Alexandre Nadal-Ojo me dit, Lyon a remporté une belle victoire jeudi en Europa League face à l'Eintracht Francfort. Elle a désormais 13 points en 6 matchs en Europa League. Lyon a-t-il pour toi toutes les clés en main pour finir dans le top 8 de cette Europa League, se qualifier en 8e de finale directement et éviter 2 matchs supplémentaires en février? Ah bah oui, je pense que ça doit être l'objectif absolu de l'OL de finir dans le top 8. Je pense qu'ils en ont largement les moyens. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il faut pour, notamment contre Francfort, avec un vrai bon match face à une vraie bonne équipe. C'était vraiment un match européen pour le coup. Et je pense oui effectivement que Lyon doit avoir pour objectif de finir dans le top 8 et puis d'aller qui sait, on l'espère tous, plus loin. Alexandre Nadal-Ojo encore me dit, Denis Le Saint, président de Brest, a sollicité le Stade de France pour jouer son barrage à l'élimination en Ligue des Champions. Mais les supporters brestois ont exprimé leur désaccord avec ça lors du match contre Nantes. Penses-tu comme moi que ce match doit se jouer en Bretagne, à Rennes ou à minima au Stade de la Beaujoire à Nantes, car les Brestois perdraient quelque chose en allant jouer dans le stade sinistre qu'est le Stade de France? Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que le Stade de France est sinistre, peu de le dire. Le problème de Brest, que je suis bien placé pour le savoir, c'est au bout de tout. C'est-à-dire que
tout est loin de Brest. Je veux dire, Guingamp 150 km, Rennes 300 km, Nantes 350-380 km, Brest, le Stade de France 700 km. Donc effectivement, c'est compliqué de trouver un bon endroit. Moi, je pense encore une fois que l'ambiance la plus chaleureuse, ce serait à Rennes, à partir du moment, encore une fois, où, selon ce que je sais depuis le début, ils ne peuvent pas jouer ce barrage à Guingamp, sauf s'il y a moyen de jouer à Guingamp, auquel cas il faut évidemment rester à Guingamp. Mais sinon, effectivement, Rennes me paraît être la meilleure solution. Eric Gauthier me dit, quand on voit l'élection de Labrune, de Diallo et le fonctionnement d'Infantino avec le vote à applaudimètre, y a-t-il encore des instances démocratiques dans le foot et le sport en général? Eric, là, tu peux pas comparer l'élection de Labrune à 80%, celle d'Infantino par applaudissement. Alors, par applaudissement, parce qu'il n'y a pas de candidat en face non plus, et l'élection de Diallo qui s'est jouée à 55%, qui pour le coup a été une élection tout à fait démocratique. Moi, je veux bien qu'on mette la suspicion sur tout et tout le monde tout le temps, mais là, effectivement, l'élection de Philippe Diallo, que je porte pas forcément en haute estime, voilà, il a été élu démocratiquement et il a battu la liste de Samsonov, effectivement, de justesse. Pourquoi de justesse? Parce que je pense que beaucoup ont voté contre Jean-Michel Aulas, parce que Jean-Michel Aulas, il y en a beaucoup qui l'ont assez vu et qui aiment pas son style. Je pense que si ça avait été Marc Keller qui avait été candidat à la place de Diallo, il aurait fait un bien meilleur score. Mais bon, Marc Keller est encore engagé avec son club de Strasbourg, donc c'est du sport fiction, là. Franco Bassi me dit, oh la vache, le pavé. Je suis haut-rhinois et supporter de ton club de cœur, le Racing de Strasbourg, qui me plaît énormément cette année, dans le jeu, malgré un total de points encore un peu léger. Au début des années 90, étant mulhousien, je supportais comme beaucoup de haut-rhinois le FC Mulhouse, qui était encore en Ligue 1. Te souviens-tu de cette période où Mulhouse avait encore de beaux joueurs, ton ami Marc Keller, mais également Six, Priou, Assad, Bouafia, Sliskovic et plein d'autres également. Me semble-t-il que tu venais parfois au Stade de Lille. C'est plus que parfois, j'y allais même tout le temps. André Guerig, le regretté président du club, était même le parrain de ma fille. Ouais, je venais beaucoup, j'ai beaucoup... De toute façon, quand tu t'occupes de la D2, quand tu t'occupais de la Ligue 2 à l'équipe, comme Mulhouse a fait 4 fois de suite les barrages, tu y allais quand même régulièrement. Voilà, c'était un stade merdique, stade d'athlétisme ouvert à tous les vents, très très difficile d'y mettre une vraie ambiance. Et c'est vrai que il y a des joueurs que j'ai beaucoup appréciés, Mouche Bouafia, Marc évidemment, Fred Johansen, Franck Priou, Salah Assad, qui j'avais été faire un reportage chez lui. Et en fait, il y avait le congrès de la CGT à Mulhouse, il n'y avait plus une chambre d'hôtel, donc j'avais dormi chez lui. Et t'arrivais dans sa Mercedes et il y avait pour moi des trucs en arabe écrits sur le tableau de bord. Je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit que c'était les versets du Coran. Et en fait, on a parlé religion toute la soirée avec sa femme, qu'il avait rencontrée le jour de son mariage, parce que Salah était quelqu'un d'extrêmement pieux. C'est un grand souvenir, évidemment. André Guerig est un grand souvenir. J'ai encore des contacts réguliers avec Mulhouse, puisque je fais mes crédits auto à Mulhouse et que j'ai ma banque à Mulhouse. Alexandre Nadalojo me dit, tirage au sort farfelu des éliminatoires pour la Coupe du Monde en 2026, en fonction des résultats de la Ligue des Nations, dans une coupe où il y aura 48 équipes qualifiées, la FIFA a-t-elle tué le football de sélection en élargissant la Coupe du Monde à 48 équipes, comme pour l'UEFA Euro à 24, avec comme conséquence des matchs éliminatoires sans aucun intérêt sportif? C'est évident. C'est évident que cet élargissement perpétuel, qu'une Coupe du Monde à 48 nations, on va se retrouver avec Trinidad et Tobago et le Luxembourg à la Coupe du Monde, et ça ne va rien apporter en termes de jeu, ça ne va rien apporter en termes de qualité de match, ça ne va rien apporter en termes d'intensité de compétition, ça va juste faire jouer des matchs en plus à des joueurs qui en jouent déjà trop. Mais tout ça, c'est toujours pareil, c'est pour le fric, et c'est lassant, et il faut espérer que ça se plante pour qu'il y ait un président de la FIFA un jour un petit peu plus intelligent et peut-être un petit peu plus couillu que les autres qui reviennent en arrière. Gérard Alric me dit,
Lee, c'est plus possible, le mec il dribble jamais, il apporte rien du tout, t'en penses quoi? Je pense comme toi. Hier soir, je regardais PSG Lyon allongé dans mon canapé, le seul qui m'a secoué de ma torpeur, c'est Lee, parce que je me suis énervé contre lui à un moment donné. Je trouve ce joueur inodore, incolore et sans saveur. Effectivement, il ne dribble jamais, il ne joue jamais vers l'avant. C'est le spécialiste de je me remets sur mon pied gauche et je remets le ballon derrière à Hakimi. Ça m'insupporte. Quand je vois le traitement de certains autres joueurs de l'effectif du PSG et que je vois que ce Kanglingi il est soit titulaire, soit il rentre à tous les matchs. Voilà. Alors effectivement, il fait vendre des maillots, mais bon, je trouve que c'est pas un joueur à quel niveau pour le PSG. Eric Gauthier me dit, comment expliques-tu que le Montpellier, avec de bons joueurs de Ligue 1 comme Nordin, Savanier, Cazerie, Chotard, Lecomte, Ferry, se retrouvent à la cave? Comment peuvent-ils gérer un futur mercato avec, je suppose, ces gros salaires? Oui, effectivement, je considère que Montpellier a un bien meilleur effectif que Angers, Saint-Étienne, Le Havre, voire Nantes. Mais voilà, c'est une saison qui a commencé difficilement, avec pas de recrutement. Le seul joueur qui est arrivé, c'est Nzigula, qui est prêté et payé par le Racing Club de Strasbourg. Le souci, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui sont là depuis longtemps aussi, qui ont peut-être une usure. Et puis on est dans un championnat à 18 et que quand tu en manges mal la saison et que tu es tout de suite dans le trou, tu te retrouves effectivement très vite mal classé, tu perds confiance. Même si je trouve que le match contre Nice, on a vu une équipe qui laisse pas tomber. Je suis pas certain que ce soit encore foutu pour Montpellier, quoi, par exemple. Alex Penon me dit, Le Havre a été sanctionné par la DNCG, tandis que Montpellier, dont tout le monde annonçait la situation comme très compliquée, s'en sort sans la moindre mesure, même pas un encadrement. Sans tomber dans la théorie du complot, ne doit-on quand même pas penser à un effet des relations de Nicolin comparé à l'opposition que représente le président du Havre? Ben non, parce que la DNCG est totalement indépendante de la Ligue, donc ça n'a rien à voir. Et en plus, encore une fois, Montpellier n'a pas recruté un seul joueur. Donc, moi je veux bien que tu encadres le recrutement, mais de toute façon, de recrutement, ils n'en font pas, ils n'en prévoient pas d'en faire, à moins qu'ils arrivent à vendre, je sais pas moi, Chotard, une bonne somme et que ça mette un peu d'argent frais, mais je suis même pas certain que la vente de Chotard serait réinjectée dans un ou plusieurs autres joueurs. Donc, faut pas voir encore une fois de complot tout le temps partout. Bomaya Sirob me dit, Mbappé mérite-t-il son titre de meilleur joueur français gagné chez France Football quand on sait que le dernier Ballon d'Or français et l'un des acteurs principaux de la Coupe du Monde de 2018 ne l'ont même pas mis sur leur podium. Encore une fois, cette élection, comme le Ballon d'Or, je vois pas bien l'intérêt. Maintenant, si Mbappé a eu le trophée, c'est parce qu'il a eu plus de points que les autres. S'il a eu plus de points que les autres, c'est qu'il y en a qui ont voté pour lui. Alors, c'est pas le vote de Papin qui, encore une fois, a encore voté, je sais plus, pour Zahir Emery. C'est juste n'importe quoi. Ou Benzema, dont on sait que chaque pas est toujours hyper calculé. Voilà, si quelques joueurs n'ont pas voté pour lui, d'autres l'ont fait. Donc voilà, je veux dire, encore une fois, malgré tous ces manques, c'est une saison à 44 buts avec le PSG pour Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur buteur de Coupe de France, meilleur buteur de la Ligue des Champions, donc meilleur buteur de son club. Voilà. Mais encore une fois, ces titres individuels n'ont aucune importance et aucun intérêt, si ce n'est faire du blabla après, derrière, comme on fait là.